Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de carboneutralité et je vais mettre l'emphase sur l'échelle municipale. Donc, je vais parler du rôle des villes dans la course vers cette carboneutralité et dans la transition climatique en général. Donc, je vais d'abord définir la carboneutralité en général. Je vais présenter les différents acteurs qui peuvent être carboneutres. Je vais ensuite expliquer comment une ville peut devenir carboneutre, donc quels sont les outils qui existent pour soutenir sa démarche. Et enfin, je vais aborder certaines approches qui vont au-delà de la carboneutralité avant de conclure. Donc, premièrement, être carboneutre, c'est quoi? Vous avez ici la définition du concept selon la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Donc, selon cette loi, la carboneutralité est une situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont entièrement compensées par l'absorption anthropique de ces gaz au cours d'une période donnée. Donc, ici, je veux préciser que par gaz à effet de serre ou GES, on parle non seulement du dioxyde de carbone ou CO2, mais aussi du méthane, du protoxyde d'azote et plusieurs autres gaz. Et si on résume cette définition assez longue, la carboneutralité est synonyme d'équilibre entre les GES qu'on émet dans l'atmosphère et ceux qu'on retire ou qu'on compense. Donc, en d'autres mots, pour atteindre les émissions net zéro, il faut réduire au maximum les émissions de GES et ensuite compenser celles qu'on n'a pas pu réduire. Et cette compensation peut se faire de différentes façons. On va le voir plus tard avec des technologies qui vont capter le carbone dans l'air ou avec la création de puits de carbone naturels comme des forêts. Donc maintenant, qui peut être carboneutre? Parce qu'on entend souvent parler de ce concept, mais c'est important de savoir qu'il peut être abordé selon différentes échelles et par différents acteurs. Donc, la carboneutralité est d'abord un objectif international. C'est un concept qui a été mis de l'avant par le GIEC, ou Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et le GIEC suggère dans ses rapports que pour respecter l'accord de Paris et maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius, il faudrait atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc, ça en est suivi l'engagement de plusieurs pays, régions, provinces à se lancer dans cette course vers la carboneutralité. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, le gouvernement du Canada a adopté une loi en juin 2021 sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Et de son côté, le gouvernement du Québec mentionne vouloir être carboneutre d'ici 2050 dans son plan pour une économie verte qu'il a publié en 2020. Bien sûr, les villes aussi peuvent atteindre la carboneutralité. Il y a plusieurs villes dans le monde qui se fixent cet objectif. Mais il y a aussi les entreprises et les individus, comme vous et moi, qui peuvent décider de devenir carboneutres. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les villes, donc leur rôle dans cette transition et les moyens pour y parvenir. Vous le savez aussi bien que moi, les gouvernements municipaux ont un rôle assez fondamental dans la lutte au changement climatique. Ici, je vous présente une statistique qui date de 2009, qui a été partagée par la Fédération canadienne des municipalités, qui reflète que 44% des émissions de GES nationales, donc du Canada, étaient contrôlées directement ou indirectement par les gouvernements municipaux. Donc, cette proportion a probablement évolué parce qu'elle date de 2009, mais c'est aussi très difficile de calculer un chiffre exact, d'estimer cette proportion, mais c'est juste pour vous donner une idée à quel point les instances municipales ont un rôle important à jouer dans la transition vers une société carboneutre et durable. Donc, je vous donne des exemples de villes qui sont carboneutres ou qui tentent de le devenir dans les prochaines années. Un premier exemple québécois, la ville de Shefford. Elle a obtenu sa certification de carboneutralité en mars 2020 et ils ont fait affaire avec Carbone Boréal, qui est un organisme québécois qui compense les émissions excédentaires de GS en plantant des arbres. Ensuite, donc, bravo Shefford. Ensuite, la ville de Melbourne en Australie, ils ont réussi à rendre leurs opérations carboneutres. Donc, on exclut ici les émissions des citoyens de Melbourne. Et
eux, pour compenser leurs émissions, ils ont investi à travers le marché carbone dans des projets ayant comme objectif de réduire ou d'absorber les émissions de GES. Donc, par exemple, des projets qui participent à la régénération des forêts indigènes, d'autres qui visent une meilleure gestion des incendies forestiers pour éviter la destruction des forêts existantes, et d'autres projets de développement d'énergie éolienne, par exemple. Finalement, il y a la ville de Copenhague qui n'est pas encore carboneutre, mais qui vise l'être d'ici 2025, donc très bientôt. Et pour atteindre cette cible, elle souhaite que le 3/4 de tous les déplacements de ses citoyens soient effectués à vélo, à pied ou en transport en commun. Et elle souhaite également que 100% de son chauffage provienne de sources d'énergie renouvelables. Donc, des exemples parmi tant d'autres. C'est beau de se fixer des objectifs pour atteindre la carboneutralité en 2025 ou en 2050, mais comment est-ce qu'on y arrive? Dans son plan pour une économie verte, le gouvernement du Québec propose une séquence particulière pour l'atteinte d'une société carboneutre. Donc, premièrement, il faut éviter les nouvelles émissions et la destruction des réservoirs de carbone, par exemple en stoppant la déforestation. Donc, c'est vraiment ici qu'on vient se questionner sur le caractère essentiel d'un besoin avant de consommer. C'est une approche en amont qu'on peut voir comme une approche de prévention. Ensuite, on doit réduire les émissions existantes. Donc, les émissions qu'on n'a pas pu éviter, est-ce qu'on peut au moins les atténuer en utilisant une source d'énergie plus verte? Et en dernier lieu, on séquestre les émissions résiduelles qu'on n'a pas pu éviter ni réduire. D'abord, pour éviter les nouvelles émissions, on peut réduire ses déchets à la source, donc réduire sa consommation de biens, réduire la production d'emballage, mais aussi réduire la promotion qui incite la consommation et restreindre la production de biens de faible qualité. Donc, miser sur la réutilisation et la réparation des biens au lieu de la consommation. Ensuite, bien sûr, on peut réduire sa consommation d'énergie. Donc, le graphique que vous voyez à votre droite démontre qu'au Québec, on est des grands consommateurs d'énergie comparativement à d'autres pays dans le monde. Et la réduction de cette consommation peut passer par la mise en place de mesures incitatives, mais aussi par l'amélioration de l'efficacité énergétique. On peut réduire nos déplacements aussi en misant sur un meilleur aménagement du territoire, en incitant la population à habiter, par exemple, à proximité de son lieu de travail. Donc, on entend souvent parler des villes 15 minutes, où tout est accessible à 15 minutes de marche ou en vélo. Donc, le travail, les commerces, les loisirs. Donc, si tout le monde habitait dans ce genre de communauté, la mobilité active serait fortement favorisée et on se détacherait peu à peu de la voiture. Maintenant, pour réduire les émissions, on peut d'abord remplacer les énergies fossiles par des sources d'énergie renouvelables, que ce soit en transport, en remplaçant les véhicules à l'essence par des véhicules électriques, ou dans les bâtiments, en changeant les systèmes de chauffage. Une autre façon est de promouvoir les transports actifs et collectifs et bien sûr de composter et recycler nos déchets au lieu de les enfouir. Maintenant, comment compenser une fois que les GES ont été émis? On passe d'abord à la création de puits naturels de carbone, donc restaurer les forêts, les herbiers marins ou une autre façon, ça serait une idée serait de semer des couverts végétaux sur les fermes entre les différentes plantations. Et ces couverts captureraient le carbone naturellement. Ensuite, on peut reposer sur les technologies. Donc, c'est vraiment des machines qui filtrent l'air pour en retirer le carbone et pour le stocker. Donc, c'est ici qu'on vient parler de séquestration. Des exemples de projets intéressants. En Colombie-Britannique, il y a un projet pilote de carbon engineering qui extrait du CO2 de l'air et qui le transforme en carburant. Il y a d'autres entreprises qui utilisent ce gaz absorbé pour créer des produits chimiques comme des plastiques. Et à Halifax, il y a Carbon Cure qui va venir injecter le CO2 absorbé dans du béton. Donc, tous des projets intéressants.
Et finalement, outre les technologies, on peut compenser nos émissions à travers le marché carbone, parce que c'est pas tout le monde qui peut planter facilement des arbres ou capter le carbone dans l'air. Donc, en achetant des crédits carbone qui sont rattachés à une action, on va venir financer des projets et investir dans des technologies qui visent à réduire nos émissions ou à les séquestrer. Donc, je vous ai exposé des mesures assez générales qui permettent d'atteindre le statut de neutralité carbone. Mais maintenant, on peut se demander, en tant que ville, comment se lancer. Donc, par où est-ce que je commence? Si je veux réduire mes émissions, quelles sont les actions concrètes à déployer pour devenir carboneutre? Vous avez devant vous la procédure suggérée dans le guide de quantification des émissions de GES du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on va d'abord chercher à calculer l'inventaire des GES, estimer notre empreinte carbone, donc le total des GES que j'émets chaque année. Et c'est pendant cette étape qu'on va venir dépeindre la situation actuelle pour savoir comment la faire évoluer d'une façon X ou Y. Oh, excusez-moi. Donc, je retourne ici. Donc, ça, c'est la première étape. Et une fois que cet inventaire est réalisé, bien, on va se fixer des objectifs de réduction propres à notre situation, établir un plan d'action, le mettre en œuvre et surtout faire un suivi de la performance des mesures entreprises. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas eu les résultats escomptés? Etc. Donc, comme vous voyez, c'est un processus cyclique, itératif et une fois qu'on a fait un suivi de sa performance, on va devoir enclencher de nouveau le processus en effectuant une mise à jour de l'inventaire pour déterminer si nos objectifs de réduction ont été atteints et pour aussi déterminer les prochaines étapes. Pour ce qui est de la première étape, la réalisation de l'inventaire des GES, je vous réfère à deux documents ici qui encadrent la procédure. Donc, le premier est la norme ISO 14064-1 qui donne des lignes directrices pour quantifier les émissions d'une organisation. Et le deuxième est le Global Greenhouse Gas Protocol ou le protocole global de GES en français. Et le Greenhouse, ce protocole est un guide qui se concentre spécifiquement sur les municipalités. Donc, c'est très intéressant. Et dans ces deux guides, il est suggéré de décortiquer les émissions dans plusieurs catégories pour éviter le double comptage des émissions. Donc, d'abord, on va distinguer deux types d'inventaire dans le cas d'une municipalité. Le premier, l'inventaire corporatif, qui va regrouper les émissions qui résultent des opérations municipales. Donc, vraiment, les bâtiments, les véhicules utilisés par les employés de la municipalité, la gestion des déchets et des eaux reliés à ces bâtiments et aussi l'éclairage public et les services de sous-traitance, donc comme le déneigement, la collecte des matières résiduelles. Ensuite, on a l'inventaire de la collectivité qui inclut les émissions reliées aux activités de la population. Donc, on s'en doute, cet inventaire est souvent plus complexe à réaliser. Il repose sur des données plus nombreuses, plus difficiles d'accès. Et c'est vraiment un inventaire qui va inclure toutes les émissions des secteurs résidentiels, commercial, institutionnel, industriel, agricole et aussi le transport de la population. Donc, selon ses intentions, une municipalité peut décider de faire seulement son inventaire corporatif ou d'inclure les deux types d'inventaire dans sa démarche. Maintenant, le GHG Protocol définit 3 champs d'émissions, encore une fois pour éviter le double comptage des émissions de GES. Donc, le champ 1 inclut les émissions directes, celles qui sont générées sur le territoire même de la municipalité. Donc, vraiment à l'intérieur des frontières géographiques de la ville. Le champ 2 va regrouper les émissions indirectes liées à la production d'énergie consommée sur le territoire de la municipalité, parce que l'énergie n'est pas nécessairement produite sur le territoire de la ville. Et le dernier et troisième champ comprend toutes les autres émissions indirectes, donc celles émises, par exemple, à l'extérieur du territoire, mais qui résultent d'une activité qui s'est déroulée à l'intérieur des frontières,
comme le traitement des eaux usées, par exemple, s'il n'y a pas d'usine dans la municipalité. Donc, comme je le disais, cette catégorisation des émissions permet d'éviter un double comptage et va mener à des résultats désagrégés qui vont faciliter la prise de décision et l'implantation de mesures spécifiques à chaque champ. Une fois que l'inventaire est réalisé, on peut se référer à la norme ISO 14064-2 pour effectuer les 4 prochaines étapes que j'ai abordées plus tôt, donc les objectifs de réduction, le plan d'action et le suivi de la performance avant d'effectuer à nouveau un inventaire quelques années plus tard. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est la carboneutralité, vous comprenez un peu mieux comment l'atteindre à l'échelle municipale, quels outils existent pour le faire. Depuis le début de ma présentation, je parle des émissions de GES seulement et des impacts qu'ils peuvent avoir sur le réchauffement planétaire. Toutefois, je n'ai pas mentionné les autres impacts sur l'environnement qu'une ville peut avoir, par exemple sur les écosystèmes, sur l'épuisement des ressources. C'est pourquoi j'aimerais aborder une approche qui va au-delà de la carboneutralité, soit l'analyse de cycle de vie, ou ACV. Donc, à la base, l'ACV est une méthode qui permet de quantifier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, on parle vraiment de l'extraction des matières premières à la fin de vie d'un produit, en passant par la production, le transport, comme la distribution et l'utilisation du produit. Et comme vous voyez ici, l'ACV permet aussi de calculer les impacts non seulement sur le réchauffement climatique, mais sur plein d'autres aspects, comme par exemple l'empreinte de l'eau, la demande en énergie et bien d'autres. Donc, si on compare cette méthode d'ACV à celle d'inventaire de GES, on dénote plusieurs différences. La première se situe dans les impacts considérés. Comme je viens de le mentionner, l'inventaire GES comptabilise seulement les émissions de GES et donc se concentre sur les impacts qu'ils peuvent avoir sur le réchauffement climatique. L'ACV, de son côté, est une analyse multicritère puisqu'elle considère plusieurs impacts là, sur la santé humaine, qualité des écosystèmes, consommation d'eau, etc. Donc, ça c'est la première différence. Une deuxième différence réside dans les étapes de cycle de vie considérées. Ça aussi, j'en ai parlé un peu en présentant l'analyse de cycle de vie. Tandis que l'inventaire GES examine souvent seulement la phase d'utilisation des activités. L'ACV inclut l'ensemble du cycle de vie des activités, donc les chaînes d'activités en amont ou en aval de l'utilisation. Donc, pour donner un exemple concret, un inventaire GES considérerait l'énergie consommée par les luminaires publics dans une année, alors que l'ACV inclurait également les impacts reliés à la production de ces luminaires et à leur transport vers leur lieu d'utilisation. Deux approches sont également distinctes du fait de leurs frontières. Donc, les inventaires GES incluent habituellement seulement les champs 1 et 2, et donc les émissions liées aux activités sur le territoire de la municipalité et excluent les importations et les importations. Par contre, l'ACV intègre également le champ 3, donc on vient compléter En fait, c'est une analyse qui est un peu plus exhaustive et complète en raison de ses frontières. Donc, un dernier aspect qui différencie les deux, c'est la notion de temps. Les inventaires GES sont effectués souvent sur une période de temps X, souvent sur 1 an, alors qu'en ACV, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. On peut voir un peu l'inventaire de GES comme un sous-ensemble d'une évaluation complète du cycle de vie. En fait, quand on compare les résultats obtenus par les deux méthodes, on voit que les inventaires GES mènent très souvent à des impacts moins élevés. Et c'est logique parce que c'est une analyse qui est moins exhaustive. Par contre, si on applique l'ACV à une échelle municipale, l'exhaustivité de cette méthode vient avec certains désavantages. Donc ici, je vous montre le schéma d'une ACV pour un seul luminaire. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer. Donc, imaginez-vous faire ça pour l'ensemble des infrastructures d'une ville.
ce serait assez long et complexe et bien sûr, ça nécessiterait une foule de données souvent difficiles à obtenir. Donc, l'enjeu ici, c'est vraiment de déterminer les frontières du système, où est-ce qu'on s'arrête et quel niveau de détail est-ce qu'on cherche à obtenir. Vous avez ici le cheminement d'une ACV. Donc, on débute en bas de la pyramide en récoltant un maximum de données sur la consommation de matériaux, d'énergie par toutes les sphères d'une ville. Donc, par exemple, combien de voitures j'ai dans mon parc automobile, combien de kilogrammes de carburant ces voitures consomment-elles. Donc, c'est vraiment, on se base sur des unités physiques ici et on va calculer leur impact sur l'environnement selon des facteurs environnementaux. Donc, comme je le disais, c'est une méthode assez précise, spécifique, mais assez longue et complexe. Donc, une autre approche qui existe pour évaluer les impacts environnementaux d'une municipalité, qui est assez populaire, c'est l'analyse environnementale entrée-sortie, ou en anglais Environmentally Extended Input-Output Analysis, donc IO pour Input-Output. Et c'est une analyse au contraire de l'ACV qui est assez facile à réaliser et qui se base sur des données quand même accessibles. Donc, dans cette approche, on part du haut de la pyramide avec des données économiques qui sont en fait les dépenses nationales. Donc, c'est des données qui sont disponibles dans des tables entrée-sortie ou tables IO mises à disposition par les gouvernements et on va venir assigner des impacts environnementaux à ces dépenses nationales selon des facteurs qui sont également fournis par les gouvernements. Donc, c'est une méthode moins précise, mais qui requiert moins de travail et comme je l'ai répété, qui requiert des données assez faciles, qui sont assez faciles d'accès. Donc, une ACV processus, on va souvent parler d'une analyse bottom-up, donc de bas en haut. Vraiment, on va partir du spécifique pour aller vers les impacts environnementaux généraux. Et au contraire, l'analyse entrée-sortie est connue comme une analyse top-down. Donc, on va partir d'un niveau d'un plus haut niveau, donc de haut en bas, et on va se diriger vers les impacts environnementaux de différents secteurs économiques. L'idéal, c'est donc de combiner ces deux approches pour en ressortir le meilleur des deux. Donc, d'un côté, la facilité d'accès aux données et la rapidité d'exécution de l'analyse entrée-sortie, et de l'autre, la précision de l'ACV. Cette combinaison nous amène à l'ACV qu'on appelle l'ACV hybride, et c'est ce que j'ai cherché à développer dans le cadre de mon projet de recherche au doctorat. Donc, une méthodologie qui va permettre aux municipalités d'évaluer leurs impacts environnementaux de façon fiable et complète en utilisant l'approche hybride. Donc, pour conclure, la carboneutralité vise à atteindre un équilibre entre les GES qu'on émet dans l'atmosphère et ceux qu'on absorbe. Tout ça pour réduire notre contribution au changement climatique. Pour devenir carboneutre, une séquence est privilégiée. Donc, il faut d'abord éviter les nouvelles émissions, réduire les émissions existantes et compenser les émissions résiduelles. Il y a plusieurs outils qui existent pour guider les municipalités qui désirent atteindre la carboneutralité, comme la norme ISO 14064 et le GHG Protocol. Et enfin, bien que la carboneutralité soit une excellente façon de réduire nos impacts sur l'environnement et d'atteindre les cibles fixées par l'accord de Paris, il ne faut pas se limiter à cette approche, mais bien incorporer d'autres méthodes d'évaluation des impacts pour une analyse assez complète. Donc, voici ce qui termine ma présentation. Merci de l'intérêt